T'es prêt, Balti? On y va? Balti a quand même dû prendre la voiture. Pour m'emmener jusqu'à Serponçon, retrouver Jean, que j'avais rencontré sur une assemblée des Gilets jaunes et qui m'avait parlé de ces privatisations des barrages. C'est lui qui nous a servi de fixeur, de guide, sur le terrain pour mener notre reportage. Et on ne s'est pas ennuyé. Donc 1 milliard de mètres cubes d'eau à gauche. Ouais. Et là, un canal qui va turbiner 17 fois l'eau. Donc, qui alimente, tu disais, une énorme partie de la Provence en eau. Bah oui, il y a Sainte-Croix qui fait le barrage sur le Verdon qui doit faire un tiers de celui-là. Et ça alimente toute la Provence jusqu'à Marseille. Depuis, en fait, la Provence qui manquait d'eau, en créant ces 2 barrages, c'est-à-dire, 3 parce qu'au Verdon il y en a 2, on en stocke l'eau des crues qui partaient à la mer et on la récupère. Et là, derrière, c'est les pays de Giono et de Pagnol, quoi. C'est-à-dire que, comment il s'appelle l'autre Manon des Sources, c'est là, hein, quoi. Donc, l'eau, c'était pas rien en Provence. On pouvait tuer son voisin pour une source, quoi. Tu vois, c'était aussi un fléau, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'était une rivière vivante, c'est que quand il y avait des orages, la Durance pouvait se décaler de 2-3 km. Je ne sais plus qui avait dit, hein. Il y a 3 fléaux en Provence, c'est le Mistral, la Durance et le Parlement d'Aix. Je m'appelle Emmanuel Paquet, je suis hydrologue spécialiste en sûreté des barrages et adhérent à Sud Énergie. En France, il y a à peu près 400 grands barrages, dont 80% sont gérés par EDF. Au total, ça représente à peu près 20% de la puissance électrique installée et entre 10 et 15% suivant les années de l'énergie qui est produite en France. Et c'est aussi important de souligner que dans ces barrages, il y a à peu près 75% de l'eau de surface stockée en France, derrière ces gros barrages hydroélectriques. L'énergie produite grâce au barrage est une énergie extrêmement flexible. On peut démarrer une usine en quelques minutes et l'arrêter quasi instantanément. Et ça, c'est très important pour adapter la production à la consommation. Dans un réseau électrique, la production doit être égale à tout moment à la consommation. Et en France, on a beaucoup de nucléaire, et le nucléaire, c'est difficile à faire varier rapidement dans la journée. C'est pour ça que pour suivre les fluctuations de la consommation, l'hydroélectricité, c'est absolument capital. Et ça le sera encore plus quand on va intégrer des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, qui fluctuent beaucoup dans la journée, dans la semaine, et qu'il est difficile de contrôler. Après, avec le changement climatique, on se rend compte d'un rôle, c'est le rôle de la ressource en eau. Et dans certaines régions, c'est vraiment un rôle hyper important et le changement climatique se voit dans le sud. Et dans le sud, on commence à avoir à décider si on fait de la production électrique, si on balance de l'eau pour des compétitions de kayak ou si on garde de l'eau pour l'irrigation, quoi. On comprend donc que nos barrages ont plusieurs intérêts différents, pas forcément toujours très compatibles. En premier lieu, créés pour la production d'électricité, ils ont un rôle de régulateur indispensable dans la gestion du réseau en temps réel, mais aussi d'énormes réserves d'eau potable et d'irrigation pour des régions entières, jadis empreintes de sécheresse. Par-dessus se sont rajoutés les enjeux touristiques. Mais alors aujourd'hui, qui nous gère tout ça ? Actuellement, 80% des grands barrages français sont gérés par EDF. Il y a 2 autres opérateurs qui sont des filiales d'Engie. Et c'est géré sous ce qu'on appelle le régime de la concession, c'est-à-dire que l'État concède à un opérateur, donc EDF par exemple, le droit de construire puis d'exploiter un barrage sur une rivière. Pour autant, à la fin de cette concession, qui dure entre 50 et 75 ans suivant les cas, le barrage reste à la propriété de l'État. Après, c'est complexe à l'intérieur d'EDF, c'est-à-dire RTE s'appuie aussi sur les prévisionnistes. Et il y a des prévisionnistes pour le climat, pour la météo, pour l'eau.
et c'est extrêmement complexe à gérer parce que tu peux pas dire d'un coup vite il me faut de l'électricité et vider un barrage et après assécher complètement une vallée, quoi. Et donc c'est des décisions qui sont très courtes à prendre avec des impacts qui peuvent être terribles sur plusieurs mois, quoi. C'est donc tout naturellement que nous allons nous renseigner auprès de gérants de bases nautiques et de camping autour du lac. Vous en avez entendu parler de ces histoires de privatisation des barrages en France? Est-ce que ça vous inquiète ou pas, ça? Un petit peu quand même, voilà, il faut savoir comment ça va être géré, c'est surtout savoir, donc certes, qu'il soit géré par un privé, c'est une chose, mais savoir la manière dont il va gérer, voilà, c'est ça qui inquiète un petit peu. Donc c'est vrai que bon, EDF, on a l'habitude de travailler avec eux, donc la SMADECEP notamment, voilà, je les cite comme voilà, comme ils travaillent en synergie avec eux. On connaît un petit peu leur méthode de travail, on sait comment gérer donc, le barrage, l'électricité qui est produite, l'irrigation, donc c'est surtout comment va être géré le barrage. Dans la globalité, moi je suis plutôt satisfait de comment c'est géré. Après, il y a des petits couacs comme l'an dernier, où il y a un manque d'eau. Je pense qu'il est important, c'est qu'il y ait un partage de l'eau, que ça soit d'en haut jusqu'en bas, qu'il y ait un partage équitable pour tout le monde. Bien sûr, il faut de l'eau en bas pour arroser, pour l'agriculture, c'est aussi de l'eau potable. Mais nous aussi, il nous faut de l'eau pour travailler, pour vivre aussi. Voilà, ce que je pense qu'il est important, c'est qu'il y ait un partage qui soit équitable pour tout le monde. Un partage équitable pour tout le monde. Difficile à imaginer de la part d'une société qui aurait des intérêts privés. Tu t'es déjà demandé, toi, mon petit Bolty, d'où provenait l'eau de ta gamelle? Pour toi, elle vient de moi. Pour moi, elle vient du robinet. Mais avant le robinet, je me le suis jamais vraiment demandé. Je sais juste que j'ai grandi dans un pays génial où avant moi, d'autres y ont pensé. Mais aujourd'hui, quand je prends le temps d'y réfléchir et d'observer, alors qu'on sent tous qu'elle risquerait de bientôt nous manquer, j'apprends qu'on voudrait nous la privatiser. Alors on ne peut pas vraiment parler de privatisation des barrages, c'est pas exactement ça. En fait, on parle de mise en concurrence de l'exploitation des barrages, c'est-à-dire de la privatisation de l'exploitation de ces barrages. C'est la même chose que pour les autoroutes, c'est la même chose que pour l'eau potable, hein. Et l'eau potable est un super exemple, parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas la sécurité qui est en jeu, parce que les barrages, c'est quand même des gros enjeux sécurité, c'est des gros enjeux de ressources en eau. Par contre, on a déjà l'exemple d'un gestionnaire qui ne fait pas de maintenance, par contre qui tire sur les prix et qui arnaque le client. Est-ce qu'il y a une part d'affect là-dedans? Est-ce que vous regardez un petit peu comment ça se passe? Vous vous sentez plus averti sur ce sujet que peut-être des gens qui sont plus bas dans la vallée, à Marseille, et qui se contentent d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau? Ah oui, non, on est vraiment tributaire, hein. Voilà, donc nous par exemple au niveau du camping, donc on a une autogestion par rapport à l'eau, on a le château d'eau, donc c'est de l'eau du lac qui est puisée, qui est régénérée et qui alimente le camping. Donc oui, l'eau est une source primordiale pour nous. Ça me fait complètement peur parce qu'on est dépendant de ça et une fois gestion privée, quel mot on aura à dire une fois que c'est privé, quoi. On risque de plus avoir notre mot à dire. Ouais. Déjà que ça a été compliqué, on a eu le maire de Savines qui a fait quelque chose de bien, qui a fait signer un accord avec EDF pour garantir au niveau du lac sur ce qui est du juillet-août, qui est une très bonne chose, mais en passant privé, on ne sait pas si ce genre de choses va rester, comment ça va évoluer par l'avenir. Maintenant, la privatisation, quand on aura des détails, quand on daignera nous en parler, on pourra peut-être mettre les pieds dans le plat. Ça, on sait faire. Donc, Vous n'avez pas peur que ce soit fait et que vous soyez informé après? Ah, mais il y a de fortes chances que ce soit comme ça, ouais. Maintenant, je ne sais pas qui en discute de ça. Est-ce que ce sont les différentes communautés de communes? Est-ce que ce sont les différentes mairies? On ne sait pas, mais nous, c'est rien. On a entendu que ça allait être privatisé, point. Ça fait 3 ans maintenant que j'essaye de me battre pour que le citoyen soit informé de comment ça marche en barrage, à quoi ça sert, et quels sont les enjeux et quels sont les risques si on va vers une privatisation de la gestion des barrages.
Nous, pour l'instant, on n'est pas concernés par les privatisations. Ouais. Parce que c'est pour les barrages de petite taille, d'après ce que je sais. Voilà. Après, un avis là-dessus, c'est compliqué à en avoir un. Il y a tellement de points que si on n'a pas un peu toutes les informations, c'est difficile de se prononcer sur qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est comme pour beaucoup de choses, il faut avoir toutes les informations pour avoir un avis. Et à l'heure actuelle, ici, nous, on sait qu'on n'est pas concernés et on n'a pas plus d'informations que ça. Donc, D'accord. C'est pas simplement un problème de privatisation, donc de structure du capital. Une entreprise comme EDF, à partir du moment où elle se transforme en SA, qu'elle devient un acteur du marché concurrentiel, qu'elle est cotée en bourse, elle est pilotée sur des objectifs financiers qui parfois l'éloignent d'objectifs ou de finalités de service public. Et c'est sans doute ce qui a le plus d'effet et qui a conduit notamment à ce que EDF soit enjoint par la Commission européenne de privatiser ses concessions, enfin d'ouvrir à la concurrence ses concessions hydroélectriques, parce qu'en étant un acteur du marché concurrentiel, dans un marché défini comme concurrentiel par l'Europe, l'électricité, EDF devait jouer les règles du monde concurrentiel. C'est donc plus compliqué qu'il n'y paraît, mais ça ne nous empêche pas de comprendre les enjeux et de sentir que la population locale est très impliquée. Le barrage, nous l'avons payé de deux façons. Nous l'avons payé avec nos impôts et nous le payons avec notre consommation d'électricité. Donc le barrage est à nous. Il n'y a pas à discuter, c'est EDF qui s'en charge. Il n'était pas question de privatiser. La privatisation est quelque chose de très récent. Mais si, ça me gêne. Si, ça me gêne beaucoup. Parce que ça fait partie des biens communs, comme l'eau. Ces barrages-là sont l'arme contre les blackouts. On est à une époque où un blackout, c'est la pagaille monstre et c'est forcément des centaines de morts, quoi. Tout ce qui entoure notre vie est un bien commun. Tout ce qui entoure notre vie est un bien commun. C'est une gestion centralisée déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul... c'est pas chacun fait qui veut. Et avec la bourse, ça insiste à faire que tu veux. Et ensuite, c'est les barrages, parce que les barrages, tu appuies sur le bouton et là tu as 2 centrales nucléaires en instantané, quoi. À part des multinationales, des politiciens qui marchent sur la tête ou qui marchent pour eux, nous avons du mal à cerner qui pourrait défendre ces privatisations. Les Britanniques ont essayé, ils ont privatisé l'eau en 1989. Depuis, au robinet, elle a augmenté de plus de 40%. Et écoutez bien, ils perdent chaque jour dans des fuites l'équivalent de plus de 2 fois le lac de Serponçon. Pour remplir les poches des actionnaires et pas de flotte. Triste monde où les plus dangereux et les plus inutiles sont souvent les plus riches. Alors si le privé est capable de laisser fuir l'eau des Anglais, pourquoi est-ce qu'on lui confierait une partie de notre sécurité ? Sur mon métier, qui est la sûreté des digues, on est dans une unité d'ingénierie, elle est reconnue, dedans il y a des experts qui sont reconnus internationalement. C'est nous qui avons porté la réglementation en ce qui concerne la sûreté des barrages. Et puis finalement, en creusant l'argumentaire avec les spécialistes, je me rends compte que ça craint. Chaque année, malheureusement, on dénombre quelques incidents, voire accidents graves dans le domaine des barrages. Et récemment, au cours du mois de mai, il y a eu 2 ruptures de barrages dans le Michigan, aux États-Unis. Alors, c'est toujours difficile d'expliquer très succinctement ce genre d'accident pour être très précis, mais grossièrement, il faut retenir que c'est des barrages, c'est un barrage en particulier qui n'était pas dimensionné correctement vis-à-vis du risque de crue, et on le savait depuis les années 90. Et l'opérateur privé qui s'en occupait n'a pas jugé bon ou n'a pas consacré l'argent qu'il fallait pour corriger le problème. Et le barrage était en cours de transfert vers un autre opérateur, public celui-là. Mais pas de chance, au mois de mai au Michigan, il y a eu des précipitations records et une crue qui a submergé et fait casser le barrage.
ce qui a entraîné la rupture d'un barrage à Laval. Donc fort heureusement, pas de victimes à déplorer, quand même 11 000 personnes évacuées et puis des centaines de millions de dollars de dégâts. Il y a de plus en plus de ruptures de barrages dans le monde. Et avant, les ruptures de barrages, c'était surtout à la construction. Le plus gros risque, c'est quand tu mets en eau, et si tu ne contrôles pas la mise en eau, c'est là qu'il y a le risque le plus important. Après, ça se surveille. Nous, chez nous en France, on surveille les barrages, on va les réparer quand il faut, on fait des diagnostics, donc j'avais hyper confiance. Seulement, on se rend compte que dans des pays comme les États-Unis, et en fait, il y a des accidents. Et il y a de plus en plus d'accidents. Et à chaque fois, c'est la maintenance. On n'avait pas d'argent pour le faire. Et puis, on se disait, ça va le faire demain. Et puis, voilà. Tu te dis, ça va pas. On gère pas des ouvrages comme ça. Nos ouvrages, ils vieillissent. Donc, plus t'es vieux, puis plus t'as besoin de soins, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on va confier ces ouvrages. Sauf que derrière, il y a des masses d'eau phénoménales et l'impact, c'est pas une maison qui s'écroule et c'est même pas un pont italien qui s'écroule, hein, c'est bien plus que ça, quoi. Grossièrement, on pointe là les dangers d'une gestion des barrages orientée par le seul profit et finalement qui conduit à faire d'une certaine manière des impasses sur l'entretien des barrages et des impasses sur leur mise en conformité, leur mise en sécurité. Donc oui, j'ai peur à l'avenir pour notre sécurité. Au-delà de ces constats, qui semblent évidents une fois qu'on a mis le nez dedans, je réfléchis à ce qui nous a amenés ici, à rencontrer tous ces gens, à s'impliquer dans ce travail. C'est cette volonté de remonter à la racine des problèmes. Tu vois, sanglier, comme c'est important de remonter à la source. Ou à la source. Et c'est vrai, ce qui nous fait grimper ici aujourd'hui, c'est l'eau. Comme un retour à l'essentiel, sans oublier d'écouter ceux qui ont su porter ce combat jusqu'à nos oreilles. Ça fait partie de tout ce qui est notre patrimoine, voilà, qui est vendu en petits bouts, dépecé. Bientôt, on n'aura plus rien, quoi. Voilà, c'est ça qui est triste. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est vital d'avoir des acquis. L'aéroport, d'avoir les barrages, les transports ferroviaires, tout ça, ce sont des choses qui nous appartiennent, quoi. Et malheureusement, on a perdu toute notre souveraineté. Et voilà, je crois que ça va tomber chaos si on continue comme ça. Voilà, c'est tout. Faut qu'on se réveille. Faut qu'on se réveille. Donc privatisation et tout, je connaissais pas le mot, le terme, quoi. Mais ensuite, quand je suis rentré dans le mouvement des Gilets jaunes, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rendre compte que Macron, il brade les services publics, il vend les services publics au lobby, quoi, aux gens qui l'ont élu, parce qu'il a été élu par ces gens-là. Il a été placé là par l'oligarchie. Donc les barrages, ça fait partie de tout ce qui est public, de tout ce qui ne devrait pas être payant. Et donc nous, les Gilets jaunes des Hautes-Alpes, avec également ceux du 04, parce que le barrage est à mi-cheval entre les deux départements 04-05, on s'est mobilisé en fait à Savines contre cette privatisation. Et donc voilà, quand il y a eu cette action sur le barrage à Serponçon, comme j'avais été sensibilisé du coup avant à tout ce qui est privatisation des services publics, j'y suis allé. Nous on l'a baptisé la fée électrique et maintenant elle fait la totale. Vraiment, il faisait un temps de brun vraiment mauvais, mais on était tous mobilisés pour le barrage. Et ma voisine, 85 ans, est venue aussi pour défendre le barrage. Sur le pont de Savines, et en gros, on a barré la route, on a accroché une énorme banderole. Quand tout sera privé, on sera privé de tout, en fait. Voilà. On discutait avec les gens et les gens étaient d'accord avec nous, même s'ils étaient bloqués. Ils se rendaient compte que c'est important le barrage, quoi. Et moi j'ai peur qu'en gros, les choses qui ne soient pas rentables mais qui sont utiles à la population, ça soit sucré, quoi, entre guillemets. C'est que je vois que petit à petit on n'a plus rien et puis on part en vrille, quoi. Voilà. Quand tout sera privé, on sera privé de tout.
Tu avais vu l'action des Gilets jaunes là, qui avaient justement mis une banderole pour... c'était quoi déjà le slogan Quand on sera privatisé, on en sera privé de tout. Ouais. T'en as pensé quoi de ça? Ouais, il n'a pas tort, hein. À force. À force, c'est sûr que ça va bien compliqué. Ouais. C'est tout le temps des privés qui gèrent tout. Et la banderole, elle te plaît ou pas? La banderole qui est sur le pont, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Ouais. Ouais, c'est une belle initiative. Ouais. Enfin, moi, les politiciens, c'est souvent des girouettes. Donc le but, c'est pas de changer les girouettes, c'est faire souffler le vent. Faire souffler le vent, qui nous dit notre guide Bolti. Allez, viens, on est bientôt au sommet. On pourrait l'interpréter par réfléchir et faire par nous-mêmes. Ça marche bien. On y prend sérieusement goût quand on commence par s'informer correctement, que l'on fait marcher l'intelligence collective, que l'on trouve sa place et que cela aboutit à des actions qui commencent à avoir un poids. L'exemple des Gilets jaunes dans les Hautes-Alpes autour du lac du Serponçon, c'est un magnifique exemple de ce type de mobilisation où les gens ont compris le problème. Ça concerne quelque chose qui est dans leur environnement, qui concerne parfois leur métier, hein, avec l'agriculture, les métiers de l'eau, etc. Quand j'ai vu dans les revendications qui s'inscrivaient contre la privatisation des barrages, j'étais vraiment agréablement surprise. Je me suis posé la question si c'était pas qu'il y avait finalement plus de syndicats que ce que je pensais au début dedans. Et puis finalement, non, c'est une vraie préoccupation citoyenne. Et pour moi, c'est un peu une victoire parce que la privatisation des barrages, si elle est portée que par les syndicats, mais elle n'a pas de poids, elle n'a pas de légitimité. Un syndicat, il va vouloir défendre les emplois et du coup le métier, tout ça, quoi. Or, sur l'hydroélectricité, le mouvement Gilets jaunes, s'il s'empare de cette question, il faut absolument l'informer sur tout. Et après, le citoyen, il est grand, on l'a bien vu sur la Convention citoyenne, on prend plein de citoyens, on leur demande de réfléchir, on leur donne des données, même si on ne leur donne pas toutes les données, ils arrivent à faire quelque chose, à décider des trucs sensés et bien. Effectivement, les Gilets jaunes autour du lac de Serponçon s'en sont saisis de manière particulièrement spectaculaire et efficace. C'est la grande force de la mobilisation sur ce sujet, c'est qu'elle émane de tas de gens différents qui globalement ont tous compris et partagent tous cette analyse sur le danger de cette mise en concurrence. Et je pense que ça va à terme produire des effets sur les décisions qui vont être prises parce que c'est quand même une action qui est quand même maintenant très large et portée par des gens très très différents. Comment tu verrais une sortie de tout ça, une solution? Qu'est-ce qu'il faudrait à ton avis pour que vraiment les mentalités évoluent et qu'on arrive à reprendre le pouvoir là-dessus? J'ai beaucoup réfléchi et à l'échelle nationale où c'est très compliqué. Je pense qu'il faut revenir à des petites échelles, à des échelles locales. On ne peut pas être gouverné par des gens avec lesquels on n'a aucun contact, avec lesquels on ne peut pas dire mais regarde ce que tu as fait là, ça va pas. On voit le pouvoir national, ça fait pendant 1 an les Gilets jaunes étaient dans la rue et le gouvernement n'a pas changé de cap, mais pas d'un brin quoi. Et alors que ça serait départemental, je veux dire, ça aurait été compliqué de faire la sourde oreille et de ne pas écouter ce que dit le peuple. Et à plus petite échelle, je pense qu'on peut arriver à reprendre un peu le contrôle de nos vies. Ou alors à l'échelle nationale, c'est une partie des revendications des Gilets jaunes, c'est-à-dire revenir à de la démocratie plus directe. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. T'en avais entendu parler toi, avant les Gilets jaunes de ça? Avant les Gilets jaunes, honnêtement, non. Faut le prendre en main, mais pour ça, je compte vraiment sur le mouvement Gilets jaunes. Vous entendez ça les gueux? Les ingénieurs, les experts, les scientifiques, les commerçants, tous ceux qui se sont posés les bonnes questions et qui vous ont vu faire à Serponçon. Compte sur nous. Nous devons nous emparer des sujets et continuer d'avancer et de surmonter cette montagne qu'est notre système par nos sentiers. Je suis heureuse, en tant que femme, de participer à ce mouvement qui restera inscrit dans l'histoire de France. Et vous verrez que nos enfants et petits-enfants seront fiers de nous, un peu à l'image des résistants pendant la dernière guerre mondiale.
Prendre de la hauteur est parfois nécessaire pour y voir plus clair et retourner s'impliquer là où il faut. Pour résister autrement à ce monde fou. Ha ha ha.